C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, des déplacés en périphérie de Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo, sommés de quitter leur camp par le M23. Ils doivent retourner dans leur village qu'ils avaient quitté pour fuir les combats. Selon l'ONU, près de 700 000 personnes vivaient dans ces camps. Nous serons à Kinshasa dans ce journal. L'Union européenne doit être plus unie et plus ferme avec le Rwanda. Déclaration du ministre belge des Affaires étrangères, Maxime Prévost. Bruxelles est en faveur de sanctions contre Kigali. Interview exclusive accordée à notre correspondante à Bruxelles. À suivre dans un instant. Et puis ces manifestations à Londres et au Nigeria, des protestataires qui se sont rassemblés à l'ouverture du procès contre le géant pétrolier Shell. Un procès intenté par des communautés nigérianes qui dénoncent les fuites provenant des oléoducs de Shell et leurs conséquences sur l'environnement. Alors que les combats continuent dans le sud Kivu, le M23 a sommé les déplacés vivant dans des camps en périphérie de Goma de regagner leur village. Selon l'ONU, près de 700 000 personnes vivaient dans ces camps depuis la résurgence du M23 il y a 3 ans. Les précisions à Kinshasa d'Aurélie Bazara-Kibangula avec les images de Fidel Kitsa. C'était la fin de l'ultimatum lancé par le M23 aux déplacés du camp de Boulengo. Alors ce camp dans l'ouest de Goma s'étendait à perte de vue. Il est désormais presque vidé. Des milliers de déplacés sont partis. Tous ont démoli leur abri de fortune, tentant de récupérer ce qu'il y avait encore à récupérer, comme des planches de bois ou des bâches. Alors ces déplacés ont repris une nouvelle fois la route sans aucune mesure d'accompagnement. Certains tentent de rentrer dans leur village d'origine alors que d'autres ne savent pas où aller. Nous partons parce qu'on nous a donné un délai de 3 jours pour libérer le camp. S'ils reviennent et nous trouvent ici, ils pourraient détruire nos maisons en bâche et les brûler. C'est pourquoi mieux vaut déménager et tenter de rentrer chez nous. On nous dit de quitter le camp, mais là où je vais, je n'ai rien à faire. Parce que je n'ai pas d'argent, pas de nourriture, pas de maison et pas de champ. Seule la famille nous attend. Nous allons juste mourir. Ces retours s'ajoutent à ceux des déplacés des camps de Bushagala et Kanyaruchinya, vidés juste après la prise de Goma par le M23, appuyé par les troupes rwandaises. Près de 700 000 personnes vivaient dans ces sites autour de Goma, selon les Nations Unies. Alors les organisations humanitaires appellent à un accès dans tous les lieux de retour, car les besoins sont énormes. Ces nouveaux déplacements interviennent alors que des combats se poursuivent dans le sud Kivu, notamment dans le territoire de Calais. Le M23 et les troupes rwandaises se sont emparés de localités situées à une 60aine de kilomètres de Bukavu. Et puis sachez que Médecins sans frontières appelle à un retour digne et volontaire des déplacés et que l'aide humanitaire urgente soit assurée partout où elle est requise. Et justement, l'urgence dans l'est du pays, c'est aussi pour ces plus de 4200 blessés. Les hôpitaux sont débordés et manquent de tout. Et l'aéroport de Goma est toujours à l'arrêt. Lors d'un point presse, le ministre de la Santé a annoncé l'ouverture d'un couloir humanitaire via le Rwanda pour acheminer l'aide nécessaire. Les négociations pour l'ouverture de ce couloir ont été menées sous l'égide de l'OMS. Écoutez. À cause de cet afflux massif des personnes blessées, avec la destruction des centres de dépôts, notamment des dépôts de CICR, des dépôts de tous nos partenaires, les réserves en médicaments ne sont plus que de quelques jours. Donc si on dépasse la semaine et qu'on n'achemine pas de nouvelles réserves, notamment en intrants, en médicaments, en moyens de traitement contre les infections, on va être à court de moyens de prise en charge. Ce qui fait que nous avons discuté avec l'OMS, nous avons discuté avec le CICR, avec OCHA, et avant-hier, nous avons finalement eu la garantie que ces organisations internationales peuvent maintenant acheminer les intrants jusqu'à Goma, en passant par Nairobi et Kigali. Et puis sachez également qu'au moins 5 militants de la société civile ont été tués depuis la prise de Goma par le M23.
Parmi eux, Bianguvu Katema Kapojai, membre de la Lucha. Autre assassinat, celui de l'artiste musicien Idengo Delcat. Il avait été condamné à 10 ans de prison pour atteinte à la sûreté de l'État en raison de ses textes. Il a été tué ce jeudi d'une balle dans la tête 24 heures après avoir sorti un single critiquant les agissements du M23. La Belgique en faveur de sanctions contre le Rwanda, c'est ce qu'a déclaré le nouveau ministre belge des Affaires étrangères, Maxime Prévost, a accordé sa première interview au Journal de l'Afrique. Il revient sur les discussions autour de sanctions européennes à l'encontre de Kigali. Écoutez-le, il répondait aux questions de notre correspondante à Bruxelles, Alix Le Bourdon, avec Pierre Benazé. Maxime Prévost, bonjour. Bonjour. Vous êtes le nouveau ministre des Affaires étrangères belge. Alors, première question, quelle est la position de la Belgique sur d'éventuelles sanctions contre le Rwanda? Nous sommes effectivement extrêmement clairs sur la responsabilité du Rwanda, qui, en sous-main, effectivement, veille à nourrir le mouvement M23. À ce titre, nous ne pratiquons pas de double standard. Il y a un agresseur et un agressé. Et j'ai exhorté, effectivement, comme du reste mes prédécesseurs, à ce qu'il y ait une réaction de la communauté internationale et singulièrement des pays européens qui soit beaucoup plus vigoureuse à l'égard du Rwanda. Dans les instances européennes, nous plaidons pour qu'il y ait des sanctions qui puissent être prises à l'égard du régime de M. Kagame. Alors au sein des 27, est-ce qu'il y a un front uni ou y a-t-il des réticences ? Mais vous savez, au sein des 27, la décision relative à une sanction doit être prise de manière unanime. Et donc on sent qu'il y a quelques réticences qui sont exprimées. Il faut pouvoir évidemment être cohérent entre la parole et les actes. Et du reste, vous avez certainement noté que du côté européen, la condamnation est unanime quant au rôle que joue le Rwanda à l'est du Congo. Et il y a désormais aussi un appel lancé par le Parlement à suspendre aussi le traité relatif aux minerais. Condamnation unanime, mais il y a, on l'a dit, des réticences au sein des 27. Elles viennent d'où exactement ? On le sait, il y a des réticences qui sont exprimées dans les coulisses, en partie du côté de l'Hexagone. Mais on a aussi d'autres interrogations. J'entends surtout, moi, travailler à convaincre le plus grand nombre de pays. Mais je pense qu'au vu de la situation de violation du territoire et de l'intégrité de la RDC, de sa souveraineté territoriale, nous devrons avoir une réaction beaucoup plus forte que nous ne la connaissons aujourd'hui. Il y a des exactions qui sont intolérables. Est-ce que depuis la libération de Jean-Jacques Wando, les relations sont au beau fixe avec Kinshasa ? Mais les relations sont bonnes, effectivement. On est très satisfait d'avoir pu clôturer le chapitre relatif à M. Wando. Après, le dialogue franc que nous entretenons avec la RDC est aussi ce qui nous permet de lui délivrer avec la même franchise une série de messages. Et on sait qu'il y a encore de grands progrès à devoir réaliser en termes de gouvernance au niveau de la RDC, dans le système judiciaire notamment, mais pas uniquement. Ce sont des messages que nous adressons évidemment avec beaucoup de transparence aux autorités. Mais aujourd'hui, l'urgence, elle est aussi apparaît au plus pressé quand on voit la situation, y compris humanitaire, dramatique, qui est vécue à l'est du Congo, avec des décès à tire-larigot qui sont effectivement très problématiques et qui doivent indigner la communauté internationale. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Avec grand plaisir. Plus de 18 000 milliards de francs CFA de dette, un déficit qui représente 99% du PIB. C'est largement supérieur à ce qu'avait déclaré le pouvoir sénégalais sortant de Macky Sall. C'est l'une des conclusions d'un rapport de la Cour des comptes sénégalaise. La correspondance à Dakar, Deliman Dao. Un déficit budgétaire de 12,3% révélé par la Cour des comptes, loin des 5,5% annoncés par le régime sortant en 2023. Une dette publique évaluée à 99,6% du PIB, alors que le régime sortant l'évaluait à 73,6% du PIB. Tels sont les chiffres les plus saillants de ce rapport de la Cour des comptes. Le gouvernement a fait face à la presse tout à l'heure. Le ministre de l'économie informe que des mesures seront prises pour régulariser la situation. La dette sera ramenée à 70% du PIB
dans un horizon raisonnable, nous ramènerons le déficit budgétaire à 3% du PIB dans un horizon raisonnable, de telle sorte que cette trajectoire de la dette soit descendante. À nos partenaires, je voudrais dire que cette trajectoire est crédible, car le déficit est déjà presque à ce niveau. Ensuite, la croissance sera forte avec une croissance en moyenne de 6,5%. L'opposition qui a pris la parole également dans un point de presse rejette les chiffres de la Cour des comptes. Le régime qui, après s'être opposé dans le mensonge, veut gouverner dans le mensonge, la manipulation et la fuite en avant. Il faut rappeler que le rapport produit par les services de l'IGF et la certification n'ont pas respecté le principe du contradictoire. Le ministre de la Justice a annoncé qu'en respectant le principe de la présomption d'innocence, des poursuites pourraient être engagées contre des personnalités comme des ministres ou directeurs généraux de l'ancien régime pour notamment enrichissement illicite ou encore détournement de deniers publics. On en vient à ce procès préliminaire opposant des communautés nigérianes au géant pétrolier Shell. Il s'est ouvert ce jeudi à Londres. Les plaignants dénoncent les fuites de pétrole provenant des oléoducs de Shell qui ont conduit à une dégradation extrême de l'environnement. Laurent Berstécher. Rassemblés devant le haut tribunal de Londres, militants écologistes et membres de la communauté ogalais sont venus demander justice. Dans leur collimateur, la multinationale britannique Shell, accusée d'être responsable de plusieurs milliers de fuites de pétrole dans le delta du Niger. L'ouverture jeudi d'un procès préliminaire dans la capitale britannique vient marquer un nouveau chapitre dans une affaire qui dure depuis presque 10 ans. Shell a pollué nos terres et détruit notre mode de vie. Ils nous baladent de tribunal en tribunal et dépensent des milliards pour s'acquitter de leurs responsabilités dans les atrocités que nous subissons. La multinationale britannique et sa filiale nigériane sont poursuivis en justice par des milliers de Nigérians, majoritairement issus des communautés ogalais et bilais. Ils accusent Shell d'être à l'origine de nombreuses marées noires qui polluent le delta du Niger depuis les années 90, posant de graves risques pour l'environnement et pour la santé. Les plaignants demandent aujourd'hui à la multinationale de prendre en charge les efforts de nettoyage et de les compenser financièrement. Nos récoltes ne poussent plus. Et surtout, il n'y a plus d'eau potable. L'eau souterraine est aussi contaminée. On ne peut même pas creuser un puits pour trouver de quoi boire. De son côté, Shell affirme que la majorité des fuites ont été causées par des actes de sabotage visant ces oléoducs et dit ne pas être responsable des agissements de tierces personnes. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Merci aux équipes en régie. Merci à notre chef d'édition, Paul Guyanva. Merci à nos correspondants et merci à vous pour votre fidélité. L'info continue sur France 24.